Voilà, on va commencer cette histoire et on va commencer ce premier dossier. Je vais vous parler de l'affaire qui est en train de se jouer du côté de New York, entre New York et Washington, forcément, entre New York et le département de la justice à Washington, et donc du coup, forcément Donald Trump. Mais avant ça, je voudrais, vous allez voir, hein, faites-moi confiance, le chemin est tortueux, mais on va y arriver. Je voudrais qu'on retourne l'été prochain. L'été prochain, l'été dernier, ben voilà, on recommence. On va retourner l'été dernier, on n'est pas Back to the Future. On va retourner l'été dernier, on était autour du 15 juillet. C'était en plein une convention du Parti républicain qu'on avait suivi ici. Et évidemment, peut-être une des images, à part le pansement de Trump sur l'oreille, une des images que l'on a gardées à l'esprit de cette convention, ce sont ces pancartes, hein, vous en souvenez, Mass Deportation Now, donc que le public, les républicains, les républicaines ici, brandissaient à chaque fois qu'il y avait un discours qui attaquait l'immigration clandestine et qui mettait en avant le plan de Donald Trump d'expulser, hein, mass deportation, ce sont des expulsions massives, donc d'expulser 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20 millions d'étrangers. Donc voilà, donc c'était quand même un choc pour nous de découvrir ce genre d'image. Je crois qu'on en a une ou deux autres, Thomas, pour vraiment se remettre. Hein. Vous allez voir, on part de là, on va arriver à New York. Hein. On part de là, on va arriver à New York. Donc, vous voyez, Mass Deportation Now, hein, les petites mémés, avec le sourire, hein, quelqu'un qui est sûrement très très gentil quand vous la voyez, mais ne vous retournez pas, parce que vous risquez d'avoir un sentiment de piqûre profond entre les deux omoplates. Donc voilà, Mass Deportation Now. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que ça a été un des programmes majeurs de Trump dans cette élection. Je ne sais même pas s'il avait un programme tout au long de cette campagne d'ailleurs, mais c'était un de ses slogans, un de ses thèmes, cette promesse de nettoyer, entre guillemets, évidemment, je n'assume pas ces propos-là, de nettoyer l'Amérique. Et donc, avec la préparation, une espèce de compte à rebours complètement fou, avant le 20 janvier, où on nous expliquait, accrochez-vous, vous allez voir ce que vous allez voir, shock and awe, à partir du 20 janvier, dès le 20 janvier, on va commencer à expulser massivement des étrangers. Il va y avoir des camps d'internement au Texas. Il va y avoir des rafles, hein, des rafles dans les grandes villes, y compris les villes démocrates qui ont le statut de ville sanctuaire. Si les élus démocrates s'opposent, on va les arrêter. L'incarnation de ces promesses, de ces renvois en masse, est toujours un Tom Hogan, qui est donc le border czar, le tsar de la frontière, qui est en charge donc de ces programmes-là. Donc voilà, donc il y avait toutes ces promesses-là. Et puis, il y a eu évidemment le 20 janvier, avec évidemment dans les premiers jours des images. On a vu, hein, la semaine dernière, on vous a montré par exemple comme Christine Noem, tu t'en rappelles, donc la ministre de la sécurité intérieure du Department of Homeland Security, faisait le tour des plateaux en mode cosplay. Ice Barbie, où elle était déguisée. Il y en a eu d'autres depuis, je ne vous les ai pas amenés. Elle nous a fait une sortie
je descends d'un hélicoptère à Guantanamo, je porte un nouveau chapeau de cow-boy. Elle nous a essayé pas mal de costumes. Donc, maquillage, oui, okay. Forcément. Donc, c'est plus du maquillage, c'est du camouflage. Et donc, il y a eu dans les premiers jours cette espèce de mise en scène. Regardez, on est en train de faire ce que nous avons promis, ce que Donald Trump a promis. Mais dans la réalité, comme on va le voir dans cet article d'une Washington Post qui date d'aujourd'hui, je pense, ou d'hier, la réalité, c'est que malgré tout cela, malgré cette mise en scène, malgré cette volonté politique, malgré des moyens financiers sans précédent, en fait, ICE, donc qui est le bras armé de l'immigration, qui n'arrive pas à augmenter ses chiffres. La plupart des arrestations, je vous en ai parlé, en fait, finalement, les personnes n'étant pas des délinquants, elles sont relâchées dans la foulée. Donald Trump veut réformer le 14e amendement sur le droit au sol et tout ça est bloqué par des magistrats. On va y revenir. Et donc, résultat, on en est là. Lorsqu'on va se plonger dans le cœur de l'article sur ces échecs de ce programme de mass deportation, on se rend compte qu'en fait, les chiffres ont complètement baissé et que les objectifs qui étaient affichés par Donald Trump, par son gouvernement, en fait, sont complètement... ne sont complètement pas remplis. On a été à 800 arrestations par jour, on est tombé à 600, et, alors que l'objectif c'était 1500 arrestations par jour. Et cette dernière semaine, le nombre d'arrestations a tellement chuté que du côté de l'administration Trump, on a essayé de ne plus publier les chiffres. Vous imaginez le truc, ce que ça veut dire lorsqu'on commence en disant on va vous donner les chiffres tous les jours, on en a 800, on en a 600, finalement on va arrêter de vous donner les chiffres. Donc voilà, donc c'est un échec. Et on arrive à New York. On arrive à New York parce que, évidemment, New York... ville symbolique, ville extra. Ça a été le port d'entrée pendant des dizaines et des dizaines d'années de l'immigration aux États-Unis. La Statue de la Liberté qui accueille la misère du monde. Tout le reste, Ellis Island. Ellis Island, exactement. Donc il y a ce côté symbolique. C'est en plus de ça la ville de Trump. C'est en plus de ça un bastion démocrate, et ça rend fou Trump. Et c'est aussi une ville sanctuaire. C'est-à-dire que on ne peut pas on ne peut pas venir faire ces rafles proposées par Tom Hogan, etc., etc. Donc ça, c'est une réalité sur l'immigration. À côté de ça, depuis des mois, le maire de New York, qui est un démocrate, Eric Adams, est dans une position extrêmement compliquée. Il a été, il y a quelques mois, comme Donald Trump, les parallèles sont vraiment là, vous allez voir pourquoi, il a été inculpé de corruption. Il a été inculpé de corruption. Il est devenu le premier maire en exercice à New York, comme Donald Trump a été le premier président en fonction, ancien président à être inculpé. Il a été le premier dans une affaire de pot de vin versé par la Turquie pour faciliter la construction d'une ambassade, y compris contre l'avis des services de la ville. On avait fait plusieurs émissions sur le sujet ensemble. On avait même fait une émission de Maintenant Matin où on avait vu les images de Eric Adams qui, au milieu de la nuit, partait avec sa famille de la résidence officielle à New York, en moment où on se disait, est-ce qu'il va peut-être se retrouver en prison? C'était vraiment un moment très sérieux il y a quelques mois. Oui, c'était d'autant plus une
une affaire extrêmement sérieuse, que cette inculpation était fédérale. Hein, c'est pas au niveau de New York, c'est au niveau de Washington. Au niveau fédéral, c'est extrêmement important. Et donc, l'angle de défense d'Adams, il a observé ce que Trump a fait pendant des mois et il a expliqué que c'était une vengeance politique, qu'il était complètement innocent, que c'était une forme... Vous savez, les mêmes arguments utilisés par Donald Trump. Bon, c'était assez ironique parce que c'est un maire démocrate. À ce moment-là, le président des États-Unis, c'était Joe Biden. Le ministre de la Justice, c'était Merrick Garland. Donc, il était en train d'essayer d'expliquer que les démocrates attaquaient cette weaponisation des démocrates pour attaquer un autre démocrate. Et son excuse, finalement, c'était de dire « Oui, mais c'est parce que je soutiens Donald Trump sur ses remarques sur l'immigration. » On va voir cette deuxième illustration qui résume bien ça. Regardez avec cette une du New York Post suite à sa conférence de presse. Je suis une cible. Ouais, je suis une cible, hein, qui est vraiment la stratégie. Et puis, on a vu en fin de campagne Eric Adams qui risque la prison. On a vu tout son cabinet démissionner un par un et le charger parce que c'est un dossier, encore une fois, extrêmement solide. Et donc, on a vu Adams faire de plus en plus des clins d'œil, des appels du pied à Donald Trump, en sachant que si Donald Trump était élu président, c'est lui qui aurait le pouvoir, vu que c'est une affaire fédérale, d'arrêter la procédure en cours, comme Trump l'a fait pour ses propres affaires. On en a parlé très souvent. Entre autres dans le cas du 6 janvier, mais aussi les documents secrets de Mar-a-Lago. Et donc, Trump a été élu. Et là, on s'est rendu compte que ça commençait à chauffer énormément entre le camp, l'avocat de Adams lui-même et Trump pour essayer de trouver un accord. Ce qui est, on va y venir, absolument illégal. Hein, soyons clairs, c'est ce qu'on appelle le quid pro quo. Et un quiproquo, c'est ce qui a créé le premier impeachment de Donald Trump. Et donc, il y a quelques semaines, Adams a fait le pèlerinage où, Thomas, d'après toi? Bien sûr, il est allé voir Donald Trump. Il est allé voir Donald Trump à Mar-a-Lago. Il a bend the knee. Et il a kiss the ring. Et là, on a commencé à travailler du côté de Adams et du côté du camp Trump à une espèce de deal. En disant, voilà, nous, Maison Blanche, moi, Donald Trump, je vais demander à département de la justice d'arrêter la procédure en cours pour non seulement permettre à Adams de rester maire de New York, mais aussi d'éviter la prison, mais en échange, et c'est ça ce qui est illégal, c'est cet échange, je veux quelque chose. Et ce quelque chose est le suivant. Et c'est la collaboration entre Tom Hogan, donc vous voyez, on retourne à ce mass deportation, entre Tom Hogan et Eric Adams. Et donc l'idée, c'est de dire, OK, même si les statuts de New York interdisent les rafles, on va les autoriser. Donc ça va faire des images extrêmement fortes. Et en plus de ça, je vais vous autoriser, moi, maire de New York, à aller à la prison de Rikers, on en a parlé très souvent, pour aller récupérer les personnes qui sont en prison et qui n'ont pas de papier. Donc une collaboration qui permet à Donald Trump de sauver la face alors qu'on l'a vu, sa politique d'expulsion massive, pour l'instant, est un échec. Et donc, voilà le deal. C'est tellement pas un secret qu'il y a quelques jours, dans une séquence d'une gênance
sans précédent sur Fox News, évidemment, hein, qui est devenu, qui était déjà là, mais encore pire, on va dire. Adams était sur le plateau de Fox News pour expliquer que donc, et vous allez voir par qui il était accompagné, pour expliquer que New York donc allait ouvrir ses portes à ICE, donc à ses rafles. Et puis vous allez voir qui est à côté de lui et on va écouter la vidéo et puis je vais vous raconter ce qu'il dit. Vous allez voir, c'est complètement fou. And he doesn't come through. If he doesn't come through, I'll be back in New York City, and we won't be sitting on the couch. I'll be in his office, up his butt, saying, "Where the hell is the agreement we came to?" So, I want ICE to deliver, and I want ICE to deliver. We're going to deliver for the safety of the people of this city. Donc voilà, c'est un moment extrêmement fou hein, dans cette. De toute façon. On voit qui est le patron, hein, même si on ne comprend pas. Exactement. On voit qu'il a l'impression. Et donc, vas-y, Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que Tom Homan est en train de dire? Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'il est en train de faire une menace en plaisantant, en disant à Mayor Adams s'il n'autorise pas, s'il ne va pas avec le jeu, s'il ne fait pas, respecte pas le deal. Voilà, la prochaine fois qu'on se verra, ce ne sera pas sur un fauteuil à Fox News. Je serai dans son bureau. Up his butt, quoi, donc dans ses fesses, à lui faire ce qu'il faut faire. Ouais, à lui rappeler les conditions et à être certain qu'il les applique. Et remarquez, il y a une seule personne qui rit pendant tout ça, c'est pas Tom Homan. Non. Et puis pourquoi Adams rit? C'est un rire complètement gêné. Ben oui. Parce que là, voilà, c'est en direct et Tom Homan sait parfaitement ce qu'il fait. C'est la preuve sur Fox News qu'il possède le maire de New York. Le maire de New York est à sa merci. C'est quelque chose qui rappelle évidemment, encore une fois, des méthodes complètement mafieuses. Hier, on en parlait avec Donald Trump qui propose de récupérer à vie les 50% des ressources minéraux rares de l'Ukraine en échange de la protection des États-Unis. Bah là, c'est pareil. On est dans le même niveau. Donc ça, c'est le premier niveau de cette histoire. Donc vous comprenez pourquoi on est remonté à ces promesses du mois de juillet. Et donc l'idée de dire, pour les tenir, on va offrir ce deal au maire de New York. On arrête la plainte et en échange, tu nous facilites la vie pour faire ces images chocs que l'on va vendre à des millions d'Américains. Et évidemment, Adams a accepté. L'histoire, qui est dégueulasse, hein, soyons clairs, et je vois passer vos messages, aurait pu s'arrêter là. Mais il existe aux États-Unis, on peut les appeler des sentinelles, on peut les appeler des vaguelettes, des personnes, et vous allez voir ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces personnes-là sont toutes des républicains. Ces personnes-là ont été, pour la plupart, nommées par Donald Trump. Et quand je vous parle de nomination de Donald Trump, je ne vous parle pas de nomination de Donald Trump en 2016, mais pendant cette période de transition, vous savez, lorsqu'on commence à préparer l'arrivée au pouvoir le 20 janvier pour que l'exercice de l'État ne s'arrête pas. Donc, on prépare des nominations qui deviennent effectives dès le 20 janvier. Donc, on va parler aujourd'hui de personnes qui, il y a quelques semaines, ont accepté la proposition de Donald Trump, mais surtout qui ont été jugées par Donald Trump et son entourage comme étant suffisamment fidèles pour être en poste. Parce que voilà, et en parlant de fidélité, ce qui s'est passé il y a quelques jours, c'est que donc, vous avez vu la facette publique de cette histoire qui se termine sur Fox News
par ces rires gênés de Eric Adams. Mais il faut que tout cela ait un cadre légal. Ça ne suffit pas d'aller sur Fox News et de dire, ben voilà, les poursuites s'arrêtent, alors qu'il y a des poursuites en cours, alors qu'il y a eu une enquête pendant des années, alors qu'il y a eu une décision d'un grand jury de l'inculpé. Il faut que tout ça soit légal. Et donc, le bébé est retombé dans les bras du département de la justice. Et en attendant, tout ça a commencé avant l'arrivée de Pam Bondi, donc la nouvelle Attorney General, c'est le numéro 2, nommé aussi par Donald Trump, qui a été en charge de ce dossier. Et là, en termes de fidélité, on est béton parce que ce numéro 2, vous le connaissez, le numéro 2 du département de la justice, c'est Emil Bove. Et Emil Bove, ben voilà, c'était un des avocats, c'est la première fois qu'on a fait sa connaissance, c'était un des avocats de Donald Trump lors de ses différents procès de New York. Hein. Vous allez voir, il était de partout. Hein, voilà, donc on peut pas être plus proche que Donald Trump à ce moment-là. Et donc, on vous en avait parlé qu'il y avait Emil Bove, il y avait Todd Blanche, et tous ont été nommés au département de la justice, ce qui est déjà complètement malsain de penser que dans des postes clés, Donald Trump est allé nommer ses propres avocats. C'est dans sa volonté d'utiliser la justice. Oui, voilà, c'est fou. C'est déjà tellement corrompu ce niveau-là. Exactement. C'est un niveau de corruption complètement fou. Tu fais bien de le dire. Et donc, c'est de la volonté d'utiliser le département de la justice dans un seul but, qui est celui de satisfaire Donald Trump. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire évidemment punir ce que Trump perçoit être ses ennemis. On l'a vu avec les renvois massifs. La demande qu'il a fait et qui est devenue effective cette semaine à sa nouvelle Attorney General de trouver des moyens de poursuivre Bragg et de poursuivre Laetitia James. Donc, il y a des affaires en cours qui n'ont aucun rapport et où on essaye de les attraper, donc d'aller les punir sur autre chose. Et puis, c'est le revers de la médaille, c'est que non seulement on punit, mais en plus, le département de la justice est là pour récompenser les alliés de Donald Trump. Et récompenser les alliés de Donald Trump quand on est membre de la justice, c'est par exemple faire des pardons présidentiels ou, comme dans le cas de la Floride, de permettre aux causes inculpées de Donald Trump de ne plus être poursuivies par la justice, ou alors, comme dans le cadre de l'affaire Adams, de proposer ce deal-là. Et donc, Emil Bove, agissant pour Donald Trump, est en charge du volet légal de la chose. Et donc de l'arrêt, du retrait de l'inculpation de Emil Bove. Et Adams. Merci Thomas. De Eric Adams. Et donc, Bove, suivant l'usage, se tourne vers la procureure qui est à la tête du SDNY, donc le Southern District de New York, donc le district fédéral qui est en charge du dossier, qui a mené les enquêtes contre Adams, en lui demandant de signer le fait que le gouvernement fédéral retire sa plainte et que c'est en plus c'est without prejudice. Donc, et cette personne s'appelle Danielle Sassoon. Et Sassoon, ce qui est intéressant, la voilà, elle fait partie de ces nouvelles fonctionnaires de Trump. Hein, c'est quelqu'un qui a été nommé il y a quelques semaines, il y a 3 semaines. On considère que c'est une fidèle à Donald Trump. C'est encore une femme. On ne va pas parler que de femmes, mais vous le savez, ça a été un des thèmes pendant ces 2 ans
pour vous signaler, on a parlé d'Alvin Bragg tout à l'heure, mais qu'à côté de ça, la plupart des personnes qui ont osé s'élever contre Donald Trump, surtout au niveau de la justice, c'était des femmes. On l'a vu aussi côté politique avec Cassidy Hutchinson, avec Liz Cheney, avec Kamala Harris, forcément. Et donc Daniel Sassoon reçoit l'instruction d'Emile Bove, de retirer la plainte. Et on va voir le profil de Daniel Sassoon. C'est pas une juge gauchiste, hein. C'est pas une procureure de gauchiste, contrairement à ce que vous allez pouvoir entendre et lire, entre autres sur les réseaux sociaux, de vous expliquer que ce sont que des juges. C'est quelqu'un qui fait partie de la Federalist Society, donc qui est le groupe le plus conservateur d'avocats, exactement, de judiciaires. C'est eux, par exemple, la plupart des juges de la Cour suprême qui sont contre l'avortement viennent de la Federalist Society. Et d'ailleurs, elle a... Voilà, oui, on voit le Supreme Court, donc quelqu'un qui était sur la Cour suprême. Vous connaissez le nom, c'est le juge Scalia. Et donc, elle a travaillé pour lui. Donc, elle vient vraiment de cette école-là. Ouais, c'est vraiment un milieu ultra conservateur. J'insiste là-dessus parce que vous allez voir comment ça va être un thème. Ça a déjà commencé, que ce sont des juges woke. Hein, le mot est utilisé à toutes les sauces. Des juges gauchistes qui empêchent Donald Trump d'exercer le pouvoir comme il devrait pouvoir le faire. Et donc, Sassoon, et ouais, effectivement, Olivier, gros CV, hein, c'est vraiment quelqu'un d'excellent, a décidé de refuser de suivre, hein, lorsqu'on parle de sentinelle et de résistance, de refuser de suivre les consignes de Emile Bove. Et elle a écrit, on va en voir les extraits, une lettre, donc vous voyez, à l'Attorney General, une lettre de 8 pages, que je vous conseille, elle est extrêmement claire, pour expliquer sa décision et d'avoir ce geste extrêmement courageux de dire non seulement je ne vais pas le faire, non seulement je vais refuser ce déni de justice, je vais refuser d'aller contre mon serment, mais je vais démissionner. Ouais. Je vais démissionner. Cette lettre, cet extrait, quand je l'ai chargé avant l'émission, ça m'a fait repenser, donc je suis allé la chercher aussi. Il y a une partie où elle explique que voilà, j'ai take my oath of office, j'ai vow to faithfully discharge mes responsabilités. Donc j'ai fait ce serment, pas à vous, mais à la Constitution, de prendre mes responsabilités et de suivre la loi. Ça m'a fait vraiment penser à cette partie de la lettre de Jack Smith où il expliquait dans son rapport, ouais, pourquoi il donnait son rapport et sa démission aussi, en expliquant que c'était sa décision et que la sienne, parce qu'il avait pris ce serment, parce qu'il travaillait pour le pays, il était public servant, et il y avait ce côté-là. Voilà. Et je trouvais qu'il y avait ce parallèle vraiment fantastique. Non, vraiment, c'est bien vu, je n'y avais pas pensé, et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'ai autant insisté sur le CV de Daniel Sassoon, qui est vraiment quelqu'un qui a été nommé il y a quelques semaines. Elle le dit, hein, lorsque j'ai pris mon poste, il y a 3 semaines de ça. Donc c'est cette nouvelle génération d'employés Trump. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce courrier de 8 pages, où elle refuse d'enlever, de retirer la plainte, de suivre les instructions de Bove, elle propose donc sa démission. Elle a fait encore mieux. Elle connaît parfaitement la procédure. Elle connaît parfaitement le dossier, même si elle a hérité, parce qu'elle est arrivée il y a 3 semaines. Hein, c'est pas son dossier, soyons clairs, elle en a hérité. Mais elle connaît parfaitement la procédure. Elle sait que, in fine, parce que la procédure était autant avancée, la décision du département de la justice
doit être validé par un juge. Et donc, elle a décidé d'utiliser ces 8 pages, d'utiliser sa plateforme pour démontrer comment, 1, la décision de Bove est illégale, 2, le dossier est d'une solidité irréprochable, et 3, de révéler dans un document officiel, par écrit, le fameux quid pro quo, le fait qu'il y a cet accord entre l'administration Trump et Adams de dire voilà, on retire la plainte si toi, en échange, tu nous aides avec notre programme d'immigration. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que je vous ai montré la première dimension lorsqu'on passe dans les médias, etc. Mais ça n'a pas le même poids que lorsque ça devient un document officiel pour l'histoire. Un document officiel pour l'histoire et qui va arriver, qui maintenant fait partie du dossier. Et lorsque le dossier va arriver devant un magistrat et que ce magistrat va devoir valider la fin de la procédure contre Adams, il va dire non mais attendez, cette décision d'arrêter la procédure, elle est sur une base 100% illégale. C'est pas moi, juge, qui vous le dis. Existe. Exactement, il y a de la jurisprudence et c'est la personne en charge du dossier nommée par votre administration qui l'a écrit. C'est un coup de maître. Ce courrier est un coup de maître. Donc, on va voir les différents... Je vous ai sélectionné quelques petits extraits. Donc, vous avez donc cette première lettre. Thomas vous a fait le parallèle très juste avec Jack Smith. Et puis, donc voilà, la première partie, elle explique que il n'y a pas une base valide. Hein, c'est juste du règlement de compte du renvoi d'ascenseur entre amis, en disant non, mais il n'y a pas de base valide, et donc elle va partir sur la jurisprudence et sur le dossier pour dire, hein, vous voyez, donc le mémorandum de M. Bove, pour dire non, mais c'est illégal, il n'y a aucun élément dans le dossier. C'est extrêmement courageux, hein, c'est extrêmement courageux. Et donc elle précise aussi en fin de texte qu'elle ne peut pas aller dans le sens de Bove. C'est contraire au principe d'impartialité qui guide son esprit de décision. Et oui, Elisabeth, on y est, exactement, c'est exactement ça. On continue dans cette lettre, et donc, regardez. Vas-y. C'est du boom. Elle explique qu'à la place de... en suivant ça, Mayor Adams il y aurait une récompense pour avoir travaillé avec le gouvernement, qu'à la place, il faut dire exactement ce que c'est, que ce serait quelque chose d'impropre d'utiliser le bureau d'immigration en échange pour avoir, lui, sa liberté criminelle. Ouais, donc c'est par écrit. On dit quid pro quo. Voilà, par écrit, c'est le deal mis sur place entre Trump et Adams. Hein, nous sommes le 16 février et c'est le premier scandale majeur de l'administration Trump. C'est la preuve écrite, hein, ce fameux quid pro quo. Hein, vous avez même le mot, donc on ne peut pas être plus clair dans ce document. C'est la preuve que Donald Trump utilise le département de la justice pour obtenir des faveurs. Et donc, c'est très très fort. On continue dans le texte, dans la lettre de Daniel Sassoon. Hein, de voir vos réactions dans le chat. Exactement. Et donc, elle termine sur ça en disant qu'elle ne peut pas, en toute honnêteté, elle ne peut pas suivre cette décision. Elle précise que rien dans la loi
because the law, rien dans la loi ne soutient cette requête, et c'est là qu'elle en rajoute une couche. I am confident that Adams has committed the crimes. Donc je suis certaine que Eric Adams, le maire de New York, a commis les crimes pour lesquels il est inculpé. Je ne peux pas accepter de donner suite à ce retrait de la plainte, parce que voilà, c'est complètement impropre, c'est complètement illégal. C'est complètement illégal. Elle rappelle ses fonctions. Impartiale. Exactement. Elle doit être regardez cette dernière phrase. Avec, en plus, j'aime bien la jurisprudence à chaque fois, qui précise qu'un procureur fédéral n'est pas le représentant du pouvoir ou le représentant d'un parti, mais qu'il a une obligation de gouverner, d'exercer son travail de manière impartiale. Donc, c'est d'une clarté énorme. Et non, Thierry, si on nous avait parié que la première résistance officielle, légale, viendrait de quelqu'un qui a travaillé pour Antonin Scalia et qui était un membre de la Federalist Society, là, il y avait beaucoup, beaucoup d'argent à gagner à Las Vegas. Ah, c'est sûr, c'est un bon pari. C'est un gros pari. Donc, on va aller sur la dernière, je crois, c'est le dernier extrait. Donc voilà, où elle offre donc sa démission, signée Daniel R. Sassoon. Donc Bove s'est retrouvé avec le bébé. Et du côté de Donald Trump, les instructions, c'est non, on va pas faire marche arrière. Attends, ils ont dû tomber quand ils ont eu cette lettre. Ah mais bien sûr. C'est-à-dire, attends, ils s'y attendaient pas. Notre juge nous a écrit quoi? Non, pas notre juge, notre procureur. Notre procureur nous a écrit, oui, voilà. Et donc, à partir de là, Bove se retrouve une nouvelle fois, et tout ça s'est passé ces derniers jours, pendant qu'on parle de Gaza et tout le reste, évidemment. Et donc Bove se retrouve du coup retour à l'envoyeur, et Bove dit ok, ce que je vais faire, si la numéro 1 du SDNY refuse de le faire, je vais demander au numéro 2 de le faire, et donc je vais demander à Hagan, cette fois-ci c'est un homme, Scotton, de le faire. Hagan Scotton, hier, il a envoyé une lettre à Emil Bove. Et cette lettre, oh mon Dieu, elle est courte, hein. Elle est courte, elle est une page, mais elle est complètement folle. C'est encore une lettre de démission, c'est encore un refus, c'est encore un républicain, nommé il y a quelques semaines par Donald Trump, et qui refuse, donc vous voyez, c'est l'assistant United States Attorney, donc c'est le numéro 2, et il refuse de suivre ses consignes et d'arrêter la procédure comme contre Adams. Exactement comme Daniel Sassoon, je vous ai sélectionné deux extraits de cet extrait. Et donc, il explique que de manière rapide, la justification d'arrêter, de cesser la procédure contre Eric Adams est complètement vide de sens. Elle est extrêmement faible, et que ça serait encore pire. C'est la deuxième justification d'utiliser, que le gouvernement utilise son pouvoir de poursuivre quelqu'un ou pas comme une espèce de carotte, c'est le terme utilisé, pour obtenir des choses en échange, ce qui est illégal. Donc, il refuse de suivre les consignes d'Emil Bove, il démissionne, et vous allez voir le dernier paragraphe de sa lettre, dans les termes, donc il explique que c'est la tradition, on va y revenir, des serviteurs de l'État, lorsqu'ils n'ont pas d'autre recours, de démissionner, c'est vraiment le dernier recours. Et puis il termine en disant qu'il va refuser de le faire, et qu'il est persuadé qu'en bout de course, il trouvera un idiot
qui soit suffisamment peureux Ouais. pour le faire, mais cet idiot et ce peureux, ça ne sera pas moi. Cette dernière ligne, elle est énorme. Boum. Vas-y, remets-la. Oui, et après, par derrière, la prochaine phrase, c'est pour dire voilà, je démissionne. Mais donc, remets l'extrait là à la fin. You will eventually find someone who is enough of a fool or enough of a coward to file your motion, but it was never going to be me. Et dans la réalité, ouais, c'est un headshot complet. Dans la réalité, le geste de Scotten et le geste, donc numéro 2, et le geste de Sassoon numéro 1 a créé une véritable crise. Parce que ce matin, lorsqu'on fait l'ordre, Bove, qui est à la recherche donc de cet officiel qui soit suffisamment idiot et suffisamment peureux pour signer le retrait de la plainte, il est passé par le numéro 1, il s'est pris la porte au nez. Il est passé par le numéro 2, il s'est pris la porte au nez. Voilà. Il est passé par le numéro 3. Qu'est-ce qu'il a fait, le numéro 3 ? Ah non. Si. Le numéro 3 l'a envoyé promener. Il est passé par le numéro 4. Qu'est-ce qu'il a fait, le numéro 4 ? Voilà. Il est passé par le numéro 5. Bon, 5 là, hein ? Non plus. Ça n'a pas marché. Il est passé par le numéro 6. Ben, le numéro 6 a démissionné aussi. Et ce matin, le numéro 7 a démissionné. Je pense qu'il leur reste peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui est à l'accueil. Il doit plus avoir personne. Regardez ce titre du Washington Post en disant que voilà, ils vont quand même réussir à trouver quelqu'un, mais il y en a eu 7 qui ont refusé, on parle de défiance en plus aux États-Unis, donc qui ont refusé de suivre les consignes de Donald Trump. Alors là, quand on parle de vaguelettes, c'est difficile de faire plus énorme. Alors, plus important. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, le problème, c'est que maintenant, ils ont démissionné et ça ne va rien faire. Je vous ai expliqué la manière dont ils ont démissionné. Je vous renvoie à la lettre de Sassoon qui donne aux futurs magistrats qui vont avoir le dossier en main toutes les raisons pour compliquer la tâche de Donald Trump. Ça, c'est une chose. Et puis, ça nous ramène historiquement, et vous allez voir les conséquences de tout ça, à une autre époque. Alors, je sais, à une autre époque, les mœurs politiques, les valeurs en termes de société étaient différentes, mais cette autre époque, c'est le 20 octobre 1973. 1973, évidemment, Robert Nixon est à la Maison-Blanche. Nous sommes en pleine affaire du Watergate. Et il y a ce qu'on appelle le massacre du samedi soir, The Saturday Night Massacre, où Nixon demande à son ministre de la Justice de virer Archibald Cox. Archibald Cox, c'est qui ? C'est le procureur spécial, l'équivalent de Jack Smith, si vous voulez, qui est en train d'enquêter sur le Watergate. Et donc, Nixon va demander à son ministre de la Justice de virer le procureur spécial qui enquête sur lui. Le procureur le ministre de la Justice, Richardson, le numéro 1, va dire non, c'est hors de question, et il va démissionner, exactement comme Daniel Sassoon. Donc, Nixon va demander au numéro 2, Ruckelshaus, et qui va dire non, c'est hors de question et je vais démissionner. Finalement, Nixon va réussir à convaincre Bork, qui est le numéro 3, qui va signer le renvoi de Cox, plus ou moins en accord avec le numéro 1 et le numéro 2, parce que la crainte à ce moment-là, c'est quelque chose qui me rappelle sous Trump, la crainte c'est que si Bork refuse et démissionne, tous les gens derrière lui sont des serviteurs aveuglés
de Nixon, et donc ils veulent continuer à s'assurer que le département de la justice fonctionne avec un petit peu de probité. Mais ce qui est extrêmement important, donc nous sommes le 20 octobre 1973, Saturday Night Massacre, donc ce massacre du samedi soir. 10 jours plus tard, Robert Nixon. Richard. Merci. Richard Nixon et les procédures d'impeachment, la procédure d'impeachment contre Richard Nixon est lancée. Et ce Saturday Night Massacre va avoir un effet non seulement politique, donc l'impeachment qui va se lancer, une partie du gouvernement et des alliés politiques de Nixon vont l'abandonner, mais surtout ça va avoir un effet massif au niveau de l'opinion publique. Avant cette décision-là, en fait, l'opinion publique américaine était assez partagée, voire plutôt favorable à Nixon dans le cadre du Watergate. Et c'est parce qu'il y a ce dernier recours au refus et à la démission que l'opinion publique va changer, et on sait comment tout cela s'est terminé. Je ne dis pas que la démission de Sassoon et des 7 autres élus républicains, tous républicains, dont Scotton, dont on vient de parler, va avoir le même effet. Mais c'est une série d'actes qui vont handicaper pendant plusieurs semaines l'administration Trump. Je suis persuadé que dans d'autres affaires, la jurisprudence que cette affaire va créer va être réutilisée. Et encore une fois, parce que à la fin, ce qui compte, parce que sinon, nous sommes obligés de refaire les mêmes erreurs, c'est que historiquement, il y a désormais une série de preuves écrites et une protestation massive contre cette prise de pouvoir, lorsque le titre principal de cette émission, c'est cette tentative de pouvoir absolu de Donald Trump, de montrer, OK, peut-être qu'à la fin, il va réussir à obtenir ce qu'il veut, que Adams va être complètement pardonné et qu'il va ouvrir les rues de New York et la prison de Rikers à l'immigration. Mais ce qui s'est passé ces derniers jours va rester là et va devenir une jurisprudence et accompagnera le bilan de la deuxième présidence Trump. Encore une fois, Donald Trump n'est pas président depuis un mois. Nous sommes le 16 février et il a déjà un scandale majeur. Et au-delà, l'exemple de Sassoon, l'exemple de Scotton, l'exemple de ces 5 autres républicains qui ont décidé d'être des sentinelles, qui ont décidé d'être des étoiles dans la nuit, qui ont décidé d'être des vaguelettes, va avoir, je l'ai vu passer, un effet boule de neige. En disant, voilà, si Sassoon a eu le courage, si Scotton a eu le courage, je ne serai pas cet idiot, ce complice, ce collaborateur de cette politique qui est un déni de la Constitution des États-Unis. C'est ce qui s'est passé à New York et c'est ce que je voulais vous raconter en début d'émission. Allez, on fait une pause, on se retrouve tout de suite après.